Merci. Merci. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir travailler un petit peu donc, avec la médiathèque de Béziers et de m'inscrire finalement dans les thématiques qui sont choisies, puisque là, vous êtes dans la science-fiction. Et c'est vrai que la science-fiction, c'est un imaginaire, on va dire un imaginaire social, donc depuis des années qui s'est développé à partir des récentes découvertes, disons, technologiques, et qui, prolongeant un petit peu donc, ces découvertes, construit finalement, disons, des mondes imaginaires, mais qui souvent donc, prétendent quelque part aussi nous dire ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il y a dans la science-fiction une imagination qui rejoint aussi les capacités de prévision aussi de l'esprit humain. Et donc c'est ce rapport au temps que nous allons donc analyser ce soir, à partir d'un titre qui est peut-être un peu improbable, c'est le futur a-t-il un avenir, puisque futur et avenir sont deux synonymes, et se demander si le futur a un avenir, on peut aussi bien dire l'avenir a-t-il un futur, bon voilà, c'est une espèce disons, de jeu de mots, mais qui exprime bien, je crois, une certaine angoisse, disons contemporaine, devant l'avenir. Une angoisse devant l'avenir, d'où cette idée que, bon, avons-nous un avenir, avons-nous encore un avenir, de quoi notre avenir sera-t-il fait, en sachant qu'on peut poser le problème à deux niveaux, si vous voulez, au niveau micro, je dirais, c'est-à-dire au niveau disons, de l'individu, au niveau de chaque individu, au niveau de chacun de nous, de vous, et on peut le poser aussi au niveau, disons, collectif, concernant donc notre société, plus globalement l'Occident, encore plus globalement, si vous voulez, donc l'humanité. Donc, alors, comment fonctionne alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, il y a toujours des gens disons, qui sont nouveaux, donc je m'appelle Michel Tosi, j'ai été longtemps professeur à l'université des Hommes de Montpellier. Depuis 19 ans, j'anime donc un café philo donc, à Narbonne. Alors les règles de mon café philo donc, sont les suivantes, si vous voulez. Donc, il y a une introduction, c'est ce que je suis en train de faire disons, actuellement, qui essaye de planter un petit peu donc, le décor et surtout d'ouvrir disons, des pistes de réflexion possibles. Et à partir de là, ce n'est pas du tout une conférence, je vais faire une introduction relativement disons, brève. Et à partir de là, la parole à ce moment-là vous est donnée. Et donc il y aura une espèce d'interactivité entre vous et moi, entre vous et vous aussi. Et moi, mon rôle, ce sera de reformuler disons, un certain nombre de choses qui seront dites, de poser des questions, de rebondir par rapport à des choses qui seront dites. Et on aura disons, un micro disons, dans la salle qui permettra donc... alors les règles sont simples, vous levez la main, donc on vous donne la parole. La parole est donnée dans l'ordre dans lequel vous l'avez demandé. Et par contre, on donne toujours la priorité à ceux qui ne sont pas encore intervenus. C'est simplement une règle démocratique parce que plus il y a de gens qui interviennent, plus on a d'idées. C'est un petit peu ça le principe, si vous voulez. Voilà. Une règle démocratique dans sa forme, mais en même temps très, très heuristique et productive, si vous voulez, donc sur le fond. Voilà. Alors, je disais qu'il y avait deux manières d'aborder la question, une façon micro et une façon un peu macro. Alors, au niveau micro, c'est le niveau, disons, de l'individu. On constate que l'individu contemporain, qu'on appelle l'individu moderne, certains parlent même d'individu postmoderne, a un rapport très particulier au temps, et un rapport qui est un petit peu en rupture avec la façon dont le temps était vécu dans des périodes antérieures. Notamment, là j'aurai l'occasion peut-être d'en rediscuter, il y a une crise, si vous voulez, de la transmission et de la tradition dans notre société, ce qui fait qu'on s'appuie de moins en moins dans sa vie sur le passé. On est plutôt dans des logiques de rupture avec le passé. On pense beaucoup plus à inventer, si vous voulez, donc quelque part, disons, sa propre vie. Et tout s'est assise donc, sur le passé, donc le rapport au passé a changé. Toute cette continuité d'une vie grosse de tout un passé à la fois familial, je dirais, mais plus globalement, disons, sociétal, est un petit peu en crise. Et autre phénomène aussi, si vous voulez, il y a une crise aussi de l'avenir au sens d'une crise du projet. Les gens, l'individu contemporain, fait de moins en moins de projets à moyen ou à long terme. Il vit essentiellement, disons, dans le présent, ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire un rapport au temps qui n'est plus le rapport ni au passé ni à l'avenir, mais au présent, accompagné d'une philosophie hédoniste, c'est-à-dire une philosophie, disons, de la jouissance. Donc, hédonisme et présentéisme, c'est jouir au maximum, si vous voulez, dans l'instant. Ce qui fait que le rapport au temps, c'est un rapport essentiellement présent.
Alors, ce qui est intéressant, parce que Saint-Augustin, par exemple, Augustin, un philosophe important, disait que enfin, le passé n'existe plus puisqu'il n'est plus, l'avenir n'existe pas puisqu'il n'est pas encore, au fond, il n'y a qu'une seule réalité, c'est le présent. L'individu contemporain a tiré un petit peu donc les conséquences en disant puisqu'il n'y a que le présent à vivre, essayons de le vivre le plus intensément possible. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là, si vous voulez, donc, le rapport au passé, c'est-à-dire la mémoire, essentiellement la question de la mémoire, et le rapport à l'avenir constructif, c'est-à-dire essentiellement donc le projet, pose aujourd'hui problème. Et on se trouve, cet individu donc, contemporain se trouve confronté à une situation que je qualifierais d'incertaine et d'aléatoire. Alors on peut prendre, si vous voulez, différents registres, donc à ce niveau-là. Le registre affectif, par exemple, est très important. L'individu contemporain vit de plus en plus dans une incertitude affective. Incertitude affective, les parents ont maintenant des enfants, la plupart du temps, donc, qui ont été désirés, peu nombreux, dans lesquels ils investissent énormément, et les parents sont souvent dans l'insécurité affective vis-à-vis de leurs enfants parce qu'ils ont peur que leurs enfants ne les aiment pas. C'est une des raisons pour lesquelles les parents modernes ont une difficulté à dire non parce qu'ils ont peur que s'ils disent non à leur enfant, donc ils ne seront plus aimés. Donc, vous voyez, cette espèce d'incertitude affective. Et en même temps, incertitude aussi, disons, des parents par rapport à l'avenir de leur enfant. C'est pour ça que l'angoisse, si vous voulez, de la scolarité, quand on interroge les sociologues de la jeunesse, ils disent que 3/4 du temps des discussions, disons, en famille, donc quand l'enfant rentre à midi, etc. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Est-ce que tu as eu de bonnes notes, etc. Il y a une espèce de pression, si vous voulez, une espèce de stress vis-à-vis de l'enfant pour savoir donc, si ça marche, l'école ou pas. Et notamment, il y a une angoisse très forte au niveau des classes moyennes, si vous voulez, parce que l'ascenseur social, c'est-à-dire le fait, parce que c'était le fait, que mes enfants auront une situation qui sera supérieure à la mienne, ne marche plus. Ce qui fait qu'au niveau des classes moyennes, on est bien content aujourd'hui que les enfants fassent au moins le même métier que soi. Et très souvent, c'est un métier qui n'a pas atteint le niveau social donc, que nous avons atteint. Et ça développe, si vous voulez, une angoisse extrêmement importante donc, chez les parents. Donc il y a une sécurité affective. Cette insécurité affective dont je parlais entre les enfants et les parents, c'est aussi une insécurité qu'éprouvent les enfants, puisque les enfants investissent quelque part, ils sont dans l'école, ils ne vont pas trop souvent dans le sens que ça peut avoir pour leur avenir, finalement ils ont l'avenir, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qu'ils savent et ce qu'ils savent de plus en plus, c'est qu'il faut faire des études, et que les études ne sont pas une assurance, si vous voulez, automatique contre le chômage. Et que donc, passer tant de temps de sa vie, si vous voulez, donc, à l'école pour quelque chose qui va demeurer relativement, disons, incertain au niveau de son débouché, entretient, dans la jeunesse, si vous voulez, aussi une certaine angoisse. Mais cette incertitude, disons, affective, elle joue énormément aussi aujourd'hui sur le couple. Vous savez que il y a quelques années, donc on se mariait, disons, à l'église, donc devant Dieu, et c'était pas seulement pour la vie, d'ailleurs pour l'éternité, puisque vous savez que pour le divorce, si vous voulez, donc n'était pas établi, c'est pour ça qu'au XIXe siècle, l'Église a inventé le régime de la séparation des corps pour vivre séparément tout en restant, disons, mariés, c'était assez complexe, si vous voulez, mais il faut se marier pour l'éternité. Bon, avec les évolutions donc, du mariage, etc., c'est que beaucoup maintenant de gens ne se marient plus, soit ils vivent en union libre, soit ils se paxent. Et au fond, l'engagement à l'intérieur du couple, c'est un engagement qui est maintenant à durée limitée. C'est-à-dire qu'au fond, on reste ensemble tant qu'on est bien ensemble. Et le problème, c'est que quand il y en a un des deux qui n'est pas bien, ben, il a envie de partir. Et on voit, si vous voulez, donc, l'éclatement énorme du couple contemporain. Donc, d'une part, beaucoup ne se marient pas, et beaucoup qui vivent ensemble, si vous voulez, donc, se séparent. Ce qui est problématique, après, disons, qui peut poser problème, disons, pour les enfants. Donc, vous voyez, il y a une insécurité affective de l'engagement à long terme. On vit avec quelqu'un, on ne sait plus combien de temps ça durera. Voilà. Donc, on se trouve. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et tout à fait nouveau, d'autant plus qu'on vit de plus en plus longtemps. Et dans une société où la mobilité géographique et professionnelle s'est considérablement accrue. C'est-à-dire que dans une longue vie, on a le temps, si vous voulez, donc de refaire sa vie, de rencontrer des gens, etc. Avec une mobilité géographique et professionnelle, les contacts, les rencontres vont donc se multiplier. On est maintenant dans une autre époque, si vous voulez. Et donc, du coup, il y a une fragilisation aujourd'hui
de la structure donc, du couple qui est très important donc, à la insécurité, si vous voulez, affective, disons, donc dans le couple lui-même. Et puis je peux parler d'une dernière insécurité qui me semble, disons, fondamentale. Aussi, c'est une insécurité économique. L'insécurité économique, qui fait qu'à l'heure actuelle, à part d'être fonctionnaire, vous savez que dans la fonction publique, le nombre de fonctionnaires baisse et qu'on a tendance à engager de plus en plus des contractuels à la place donc, des fonctionnaires à vie, si vous voulez. D'autre part, dans le secteur privé, vous savez que le CDI commence à devenir assez rare et que ce sont plutôt des CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée. Et donc, il y a une précarisation non seulement de l'emploi, mais donc des formes d'emploi, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps on aura quelque part besoin de son emploi. Vous voyez, c'est une précarisation socio-économique qui est très importante. Peut-être, alors pour terminer sur cet aspect-là, une insécurité qui est encore plus fondamentale qu'une insécurité affective ou une insécurité socio-économique, c'est l'insécurité que j'appellerais ontologique. Ontologique parce qu'elle touche au fondement de mon être. Au fond, je suis mortel. Je suis mortel, donc je mourrai, c'est à peu près la seule certitude que j'ai dans la vie. Là, précisément, il n'y a pas d'incertitude à plus ou moins long terme. Mais c'est une certitude, si vous voulez, qui nous met dans pas mal d'incertitudes. D'une part, parce que avant on savait qu'il y avait quelque chose après la mort, c'était une opinion qui était largement, disons, partagée. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ne partagent pas donc, ce point de vue. C'est-à-dire, par ailleurs, avec la montée sociétale, disons, de l'individualisme, la solitude apparaît comme quelque chose d'extrêmement important. Plus on se sent comme un individu, plus devient problématique le lien social, c'est-à-dire disons, la relation donc, aux autres. Et donc du coup, plus l'individu peut sentir un sentiment de solitude, d'autant plus qu'il est avide, l'individu contemporain, c'est d'une reconnaissance. Et donc tout ça, si vous voulez, ça crée un sentiment aussi de précarité, je dirais, existentielle. Vous savez que maintenant, plus d'une personne sur deux donc, ne meurt plus chez elle, mais meurt à l'hôpital. Donc la mort maintenant est de plus en plus, disons, cachée, donc, etc. Elle demeure un tabou extrêmement, disons, important. Et alors, c'est une d'insécurité, donc plus qu'on vit beaucoup plus longtemps. Donc on a le temps de penser à la mort. Et on a le temps d'avoir toutes ces petites maladies, ces petits problèmes qui sont sans progressivement dire le vieillissement. Le sentiment finalement de sa vulnérabilité qui développe une réflexion, disons, sur la mort beaucoup plus importante à une époque où la mort apparaissait beaucoup plus comme quelque chose de naturel, quelque chose qui était très accompagné, disons, socialement, donc grosso modo, faisait certainement moins peur peut-être, disons, qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, du point de vue micro, donc insécurité affective, insécurité socio-économique, insécurité existentielle, donc voilà, un petit peu donc, la façon dont nous envisageons l'avenir, tout ça c'est pas très gai. Au niveau macro, c'est un peu la même chose. Au niveau macro, si vous voulez, il y a la crise économique donc évident. On se demande finalement donc, ce que notre pays va devenir, avec des politiques si vous voulez, donc, d'austérité, donc, des difficultés donc, pour l'emploi, donc beaucoup de licenciements. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du déclin de la France, si vous voulez, donc, alors qu'elle reste la 4e ou 5e puissance disons, mondiale. Le sentiment qu'ont les Français, c'est un sentiment progressivement, disons, de déclin. D'ailleurs, les Français sont, d'après les enquêtes si vous voulez, donc, comparatives, le peuple le plus pessimiste. Le plus pessimiste. Bon, alors, c'est un sentiment aussi qui est très français, qui est très occidental. Parce que si vous regardez actuellement, d'après les enquêtes qui sont faites, disons, par les sociologues, qui font étalonner, si vous voulez, donc les différentes valeurs, même le bonheur, etc., c'est en France, si vous voulez, donc on est le plus pessimiste, mais dans un certain nombre de pays, par exemple, les pays émergents, ou les pays, disons, en voie de développement, ou les pays comme l'Inde ou la Chine qui sont en train de décoller, ou le Brésil qui sont en train de décoller, disons, économiquement, les gens sont beaucoup plus optimistes. C'est bon. Parce qu'ils ont, par exemple, les classes les moins favorisées ont une aspiration parce que l'ascenseur social fonctionne. Les classes moyennes sont en train de grossir, disons, dans ces pays-là. Ce qui n'est pas le cas, si vous voulez, donc, dans notre pays, où précisément donc, les inégalités s'accroissent et le nombre de pauvres, des gens qui sont au seuil, disons, quasiment, disons, de pauvreté, augmente, disons, à l'heure actuelle. Donc au niveau, disons, socio-économique, vous avez un sentiment de déclin économique, on se demande un petit peu d'où va notre pays. Et puis ensuite, on peut dire, et là, alors là, ça dépasse complètement notre pays, si vous voulez, donc
c'est au niveau mondial. C'est la conscience de plus en plus vive donc, chez les individus et des peuples des dangers écologiques que nous courons actuellement avec la couche d'ozone, si vous voulez, donc, les menaces donc, des nucléaires, donc, les potentialités d'extension de la guerre, etc., etc. Alors, je suis en train de vous... Il faudrait beaucoup après hein, de vous, comme ça, de vous brosser un tableau, disons, un petit peu apocalyptique. Il faut quand même relativement, disons, comment dire, le relativiser. Le relativiser, je vous disais, à peu près, alors, selon les statistiques, entre 300 et 800 millions d'humains viennent ces dernières années, dans les 10 dernières années, sortir du seuil de pauvreté. Ça, les économistes sont à peu près d'accord. C'est-à-dire que l'inégalité entre les différents pays diminue. Mais par contre, l'inégalité en France s'accroît. C'est-à-dire que les inégalités continuent à s'accroître à l'intérieur des pays, mais elles diminuent entre les différents pays. Et vous avez une moyennisation, c'est-à-dire un grossissement dans les classes moyennes, dans les BRIC, là, les fameux dont tu parlais, là, la Chine, l'Inde, donc le Brésil, et beaucoup de pays comme ça sont en train progressivement, disons, de décoller, y compris à l'Afrique, qui est quand même le continent, disons, qui est le plus à la traîne. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça nous montre que nous avons une vision vraiment très, très française de ce qui se passe actuellement, disons, dans l'humanité. Parce que quand même, entre 3 et 800 millions de gens qui viennent de sortir du seuil de pauvreté, et qui rentrent, disons, dans les classes moyennes avec l'espérance, finalement, donc, d'entrer dans une société de consommation, donc d'avoir peut-être bientôt une voiture, peut-être, disons, un appartement à soi, etc. Ça, c'est les grosses aspirations des classes moyennes. Ça commence à devenir la réalité pour un grand nombre de gens, disons, dans le monde. Alors qu'en France, on le sait, donc les patrimoines se sont acquis, disons, considérablement, donc plus d'une personne sur deux est propriétaire de son appartement de sa maison en France, etc. Donc nous ne sommes plus dans cette position-là, mais il y a des gens qui y aspirent et qui vont certainement, disons, y arriver. On a l'impression, finalement, nous, que, disons, l'évolution du monde s'est déplacée. Elle s'est déplacée, disons, de l'Occident dans le Pacifique. Et là, il n'y a qu'à le voir, par exemple, très nettement, donc, à la politique internationale des États-Unis. Les États-Unis s'intéressent de moins en moins, si vous voulez, donc à l'Europe, et ils s'intéressent de plus en plus aux pays du Sud-Est asiatique, à la Chine, à l'Inde, tout ce qui se passe, si vous voulez, la Corée, etc., dans ces pays-là. Et donc, alors est-ce que ça veut dire qu'on est en train, disons, de dégringoler un petit peu donc, dans l'histoire, qu'on va devenir un peuple, une nation ou un État croupion par rapport à d'autres monstres ou géants qui sont en train, disons, d'arriver? En tout cas, il y a quelque chose comme un petit parfum de déclin, quelque part, disons, dans notre société. Alors, la question donc, qui vous est posée, c'est un peu le bilan et puis les états d'âme individuels, si vous voulez, donc et collectifs. Est-ce que c'est possible quelque part, que peut-on faire? Est-ce que c'est possible quelque part d'inverser la valeur, que ce soit au niveau, disons, de l'individu, ou que ce soit au niveau, si vous voulez, d'une société donc, ou d'un État? On sait à l'heure actuelle, par exemple, qu'en France, bon, il y a une crise politique, que les Français ne se sentent plus actuellement, disons, suffisamment représentés donc, par les élites. Par les élites, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient, disons, politiques. Donc, alors j'avais parlé de la crise socio-économique, il y a aussi cette crise politique donc, qui est importante. Alors, peut-on renverser les choses? Peut-on influencer ces grandes tendances-là? Pour la tendance la plus forte, si vous voulez, la crise écologique, peut-il y avoir un renversement? Vous savez que la conférence sur le climat qu'on va avoir, qui aura lieu donc à Paris, donc à la fin de l'année, va être fondamentale, disons, à ce point de vue-là. Est-ce que des décisions donc, vont être prises quelque part pour réduire les émissions, disons, de gaz carbonique avec toutes leurs, ou les métals, etc., avec toutes leurs conséquences sur la survie à terme, si vous voulez, de l'humanité? Il y a la vision, disons, qui est très forte. Il y a aussi le courant altermondialiste, si vous voulez, qui dit le monde n'est pas à vendre, si vous voulez, mais un autre monde est possible. Alors, est-ce que actuellement l'intermondialisme, avec ses réunions, disons, internationales, et puis donc ces différents courants, et toutes ces micro-alternatives aussi qui se développent dans la société donc civile aussi, est une des voies donc, qui pourrait être prise vers une société, disons, alternative? Alors, on voit l'intermondialisme regroupe, si vous voulez, donc
c'est très hétéroclite au niveau de la composition sur l'intermondialisme. Ça va de l'extrême gauche, les trotskistes, en passant si vous par les chrétiens, ensuite il y a un fort courant, disons, écologiste, etc., donc dans l'intermondialisme. Alors, le slogan, c'est un autre monde est possible. Alors, on voit très très bien que dans ce slogan-là, il y a quand même l'idée qu'un certain nombre de choses peuvent être faites pour inverser donc, les courants. Voilà, donc, la question est posée. Alors, il peut y avoir deux pistes, si vous voulez, dans notre discussion. On peut d'abord discuter sur le constat, d'accord ou pas, avec le tableau donc, que je viens un petit peu de brosser, que ce soit au niveau micro, hein, qu'est-ce que l'individu contemporain et ses états d'âme disent aujourd'hui, si vous voulez, quelle est la situation objective et comment à laquelle il est confronté et comment il la ressent. Donc ça, c'est une première piste, si vous voulez. Et puis la deuxième piste, c'est est-ce qu'il est possible que l'avenir, que le futur, si vous voulez, ait un avenir, et un avenir autre que ce futur un petit peu donc, catastrophique, aussi bien individuel que collectif, donc, que je viens de brosser. Ben voilà, c'est un peu l'objet du débat de ce soir. Maintenant, donc, le débat est ouvert et c'est vous qui avez la parole. Donc je rappelle la règle, il suffit de lever la main et à ce moment-là, donc, on vous donnera le débat. Mon collègue arrive, monsieur. Oui, bonjour. Je me pose la question parce qu'en fait, avec tout ce que vous nous dites, nous nageons dans les problèmes. Nous sommes englués dans les problèmes, évidemment, et en plus, ça ne nous rend pas heureux. Alors, je pense que si on avait un regard sur nous-mêmes autre que celui de la société, parce qu'en fait, on a bien quelques petits attentats, mais on n'a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Nous n'avons pas des hordes de barbares ou je ne sais quoi qui viendraient nous trucider. Hein. Bon, il y en a un peu, mais peu. Enfin, je veux dire, on est un pays très viable. Donc le problème, c'est nous, l'individu. Des fractures sociales, elles existent, puisque quand on va dans le métro, personne ne se dit bonjour. Déjà, si les gens disaient bonjour, vous verriez que les choses peuvent s'aplanir. Je veux dire que l'écologie, comment dirais-je, le sociétal, les problèmes économiques, tout ça pourrait être réglé par pas uniquement notre vision déjà, à nous, si elle était positive. Les Grecs avaient compris, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les hommes. Enfin, bon, vous avez tout compris, mais on a oublié tout ça, effectivement. Donc on a voulu rationaliser les choses, hein, il y a 250 ans, hein, l'esprit et les lumières, c'est vrai, mais aujourd'hui, il faut regarder beaucoup plus loin, en arrière, pour pouvoir trouver du sens à son existence déjà, dans le connais-toi toi-même, pour pouvoir ensuite accepter l'autre dans ses différences, mais non pas dans son côté conflictuel, on le voit. Pour faire travailler les gens le dimanche, il faut faire une révolution. 12 dimanches par an, je veux dire, ça ne méritait vraiment pas une histoire. Vous voyez. Alors, les gens placés au plus haut, eux aussi, ils sont toujours dans la... Vous voyez, bon, c'est les mandats, je ne veux pas entrer dans la politique, mais quelque part, c'est nous, l'écologie. Si on consommait moins, on consommait mieux. Si on ne jetait pas à tort et à travers, l'écologie, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui pourraient s'améliorer. Je vois ça. Alors, j'essaie individuellement, moi, de moins consommer, de voir avec un autre regard, et surtout, ne pas être trop dépressif, hein, parce que, bon, le français, il faut des pastilles, hein, mais je crois que une petite balade sur le canal entre Port-Iragne et Béziers, ça fait du bien. De temps à autre, faire une petite méditation, un regard un peu sur soi, c'est pas mal non plus. Et puis, si on n'a pas de travail, évidemment, c'est un problème. Mais il peut y avoir aussi des échanges, des commerces qui se font et qui ne sont pas très chers. Consommons français, consommons autrement. Je vois les parkings de Béziers et d'ailleurs, les grosses voitures, les gros machins, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de ça? Quelque part, on ne montre pas l'exemple. Et on est très égoïste vis-à-vis des générations qui viennent, montantes, qui sont beaucoup plus instruites, beaucoup réalistes, beaucoup plus adaptables que nous. Nous sommes rigides.
On a fait mai 68, mais on n'a pas évolué du tout. Voilà, je me permets de... Voilà, j'ai vidé mon sac. Ok, non, mais c'est bien d'avoir une note d'optimisme par rapport à l'îlot un peu de pessimisme. Donc, personnellement, je ne suis pas du tout pessimiste. Bon. Mais il faut qu'avec l'aide des économistes, disons des sociologues, donc des politologues, etc., on fasse l'analyse aussi de la société, de la façon dont les choses... Alors, où vous dressez finalement, donc, puisque bon, ça c'est une des pistes qui a été proposée, que peut-on faire? Vous nous renvoyez finalement donc à deux pistes. La première piste, c'est de regarder un petit peu, donc il y a un certain temps, des gens qui ont beaucoup réfléchi, disons, à la question. Je pense notamment, par exemple, aux stoïciens qui disaient, donc ici on est dans un café philo, donc on peut parler un peu de philosophie, repris par exemple, disons, par Descartes, qui disait mieux vaut se changer que l'ordre du monde. Mieux vaut se changer que l'ordre du monde. C'est-à-dire cette idée-là qu'au fond, tout est une question de regard. Vous avez parlé de regard. Moi, j'ai développé un certain regard qu'on dira le verre à moitié vide, quoi, si vous voulez, donc, pour ne pas dire très 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 vide. Hein, donc, et c'est un aspect aussi un petit peu d'un provocateur pour amener aussi, disons, des réactions. Donc, peut-être que la philosophie aussi, ça peut être une contribution à la sagesse, et donc à la sagesse individuelle en tout cas. Alors, le problème est de savoir si une sagesse individuelle peut transformer, disons, collectivement le monde. Ça, c'est un problème qui est important. Alors, c'est là où intervient notre deuxième volet, où vous dites, on peut quand même individuellement changer soi-même, déjà à son niveau, disons, un certain nombre de choses, notamment en matière de genre de vie, en matière, disons, de niveau de consommation, de type, de nature, disons, de consommation, et en même temps, c'est un bon service à rendre, quelque part aussi, à nos enfants, et donc à la génération qui arrive, et donc à l'avenir. C'est un philosophe, Hans Jonas, qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Le principe de responsabilité. Et dit finalement, donc, nous sommes collectivement responsables aujourd'hui de l'avenir. C'est cette responsabilité qui est à la fois individuelle et collective, devant laquelle nous devons nous mettre pour essayer, effectivement, disons, de changer un certain nombre de choses. Excusez-moi, c'est enregistré. Voilà. Et puis on vous entend surtout, il y a une soixantaine dans la salle, là, quand vous entendez bien. Alors c'est bien toutes ces conférences qu'il y a sur l'environnement, sur les vœux pieux, les consciences collectives, mais est-ce que la dictature des lobbies industriels, financiers, n'est pas prépondérante? Je me demande si ces gens qui font les lois, qui discutent dans ces grandes réunions, ils sont libres en fin de compte. Est-ce qu'on n'est pas finalement manipulé uniquement dans un but de consommer, de gaspiller et de rentrer dans un système infernal, et est-ce qu'on peut en sortir? Oui, vous avez raison de poser le problème. On sait de toute façon que la politique, c'est le problème des rapports de pouvoir et des rapports de force. C'est comme ça un petit peu qu'on l'a défini. Hein. C'est la gestion du pouvoir, donc la politique. Et c'est la relation de la politique avec l'économie, on le sait, disons, très, très importante. Le problème de savoir si nous, en tant qu'individus, disons, et en tant que citoyens, donc nous avons la volonté et les moyens disons, de réagir par rapport à, disons, à un certain nombre de choses. Alors il est évident que on a toujours l'impression quand un individu, une petite goutte d'eau comme ça, disons, dans un océan, etc., on ne peut absolument rien faire. Mais on sait bien aussi que l'union fait la force et que, il y en a eu des révolutions déjà, disons, dans l'histoire. À un moment donné, les gens n'étaient pas contents de ce qui se passait. Ils ont changé quand même le cours de l'histoire. On fait comme si le cours de l'histoire était arrivé presque à sa fin et qu'il allait s'arrêter. L'histoire va continuer, c'est une espèce d'illusion, si vous voulez, donc un peu rétrospective. D'ailleurs, ça a été un petit peu théorisé par quelqu'un comme Fukuyama qui disait qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, que finalement le capitalisme est devenu mondial, globalisé, que maintenant, voilà, il n'y aura pas d'autres étapes, si vous voulez. Alors actuellement, ce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, c'est que l'histoire, de toute façon, continue toujours, et qu'elle ne s'arrête jamais. C'est même le problème de savoir dans quel sens elle va. Et c'est là où nous avons une réflexion, disons, à avoir, c'est un peu l'objet de ces réflexions, de ces cafés philo, et puis savoir où on veut qu'elle aille, et essayer de savoir comment y aller. C'est un peu ça l'enjeu, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le monsieur. Également, je pense que par rapport donc, aux problèmes politiques qui se posent, les citoyens, s'ils doivent effectivement se pencher sur eux-mêmes pour
arriver à... Parce que le changement passe par soi, c'est certain, mais également, il faut avoir un regard sur la société et ne pas se satisfaire de déléguer les responsabilités politiques à des représentants, car ils votent, les citoyens, et après c'est terminé. Donc voter, on s'occupe de tout, quoi. Je pense qu'il est temps que les citoyens pensent aussi à s'occuper d'eux-mêmes, parce que la politique, c'est s'occuper de soi-même, et à apprendre à se responsabiliser, ne pas se contenter d'aller regarder les émissions de jeux télé, les films, et oublier un petit peu que la société, pendant ce temps-là, elle tourne, et qu'il y a des hommes politiques qui s'en occupent, mais pas forcément de la manière dont on se voterait. Donc je pense que... Alors, beaucoup ils s'engagent, mais ils s'engagent à travers des partis politiques. Mais le citoyen a-t-il besoin d'un parti politique pour modifier la société? C'est pas indispensable. Hein. Parce que les partis, en fait, ils représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas les citoyens. Les citoyens, s'ils veulent vraiment améliorer la vie, qu'elle prenne une autre tournure, je pense qu'il faut qu'il s'organise de lui-même avec les autres, avec tous. On a besoin de personne pour gérer son budget à la maison, on n'a pas besoin de demander à un parti politique de s'en occuper. Donc je pense qu'il y a une nécessité de se responsabiliser et il faut y réfléchir, de ne pas cette tendance à se laisser aller à déléguer, je délègue, bon je vote, je suis content, j'ai fait mon devoir. Mais non, ce sera pas là, quoi. Il faut penser que quand on voit les lois, par exemple, qui sont passées, quand on utilise le 49.3, que même les députés eux-mêmes, on ne respecte pas la volonté, que les députés comme ils ont été votés par les citoyens. Donc, à un moment donné, il faut s'interroger sur ce que c'est que la démocratie, quoi. La démocratie, donc les formes de démocratie citoyenne, comme du temps d'ailleurs des Grecs, ou même on peut voir donc, récemment dans des villages comme Saïence, où la population gère eux-mêmes les problèmes. Donc se prendre en charge, je pense, c'est important. Voilà. Oui, alors là, vous donnez aussi une autre piste, on pourrait dire un petit peu d'essayer de ce qu'on pourrait dire revitaliser quelque part donc l'idée de citoyenneté. Le citoyen, c'est on le voit bien, vous avez fait allusion à la démocratie grecque, Aristote disait que la citoyenneté, c'était le fait de s'intéresser, disons, au bien commun. C'est-à-dire, quelque part, disons, si vous voulez, donc à l'intérêt général. Alors, la difficulté, disons, et vous donnez aussi, disons, un certain nombre d'exemples de gens, de groupes, disons, qui se prennent en main, disons, à un niveau décentralisé, donc, disons, à un niveau local. Le problème qu'il y a dans notre société, c'est qu'il y a une crise un petit peu du collectif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec la montée, on le voit bien, par exemple, dans la difficulté à renouveler, par exemple, donc, les gens donc, qui vieillissent pour prendre des responsabilités, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les syndicats, que ce soit dans les partis, etc. Il y a quand même, disons, un problème disons, de ce côté-là, un vieillissement, si vous voulez, quelque part donc, des responsabilités, des responsables, et une difficulté de renouveler. Alors, les sociologues, je pense à un philosophe comme Marcel Gauchet, donc, qui est très intéressant, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La société des individus, et qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est individualiste, avec son aspect très positif, puisque dans cette société, il y a la reconnaissance disons, de l'individu en tant que tel, et la reconnaissance disons, de ses droits, il y a une déclaration, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur l'égalité homme-femme par rapport, disons, aux discriminations donc, diverses, etc. Mais donc, il y a eu quand même quelque chose de positif, disons, dans l'industrie. Mais l'inverse, si vous voulez, de la reconnaissance disons, de l'individu, c'est que l'individu éprouve de plus en plus de difficultés à faire du lien social. Donc j'en donnais donc quelques éléments. Alors il y a quand même des éléments qui sont encourageants, c'est la vivacité, par exemple la tonicité de la vie associative. Jamais il ne s'est créé autant, disons, d'associations, si vous voulez, en France. Donc ça c'est quand même, disons, beaucoup plus positif. Les gens, disons, à un niveau décentralisé, local, éprouvent le besoin de s'associer quelque part, disons, avec d'autres. Ça c'est peut-être un contrepoint quelque part de l'individualisme. Mais cette crise du collectif, elle est très importante dans nos sociétés. On sait très bien à l'heure actuelle que la patrie, par exemple, c'est un mot qui n'a plus aucun sens pour les jeunes. Peut-être parce qu'il y a un certain nombre de temps qu'en France, il n'y a pas eu de guerre interne, si vous voulez, donc
On sait très bien que le sentiment patriotique, il se fortifie souvent quand il y a un ennemi dans la place, quoi, etc. Donc il faudrait expliquer un petit peu donc, ça, si vous voulez. Mais le lien politique, c'est énormément, disons, distendu, parce que le lien politique repose sur le lien social, et que le lien social, aujourd'hui, c'est relativement, disons, distendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu dit le centre du monde, c'est moi, je d'abord, si vous voulez, donc, et surtout, et il demande d'être reconnu, jamais d'ailleurs il trouve qu'il est assez reconnu, c'est pour ça que la dépression, quelqu'un parlait de dépressif tout à l'heure, la dépression est la maladie de l'individu contemporain. C'est la maladie de l'individu contemporain parce qu'il ne semble pas suffisamment à la hauteur de ce qu'on veut qu'il soit ou de ce qu'il voudrait être lui-même, avec tous les impératifs de rentabilité, d'efficacité, de performance, qui pèsent aujourd'hui sur l'individu, que ce soit dans son travail ou dans la sexualité, par exemple, si vous voulez, on peut prendre différents champs, ou bien qui viennent de l'extérieur, ou bien qu'il se donne à lui-même, ces impératifs disons qu'il se donne à lui-même, et bien quelque part, donc l'individu qui n'arrive pas à la hauteur de ce qu'il aimerait être, de ce qu'on voudrait qu'il soit, se sous-estime, se mésestime, et devient à ce moment-là, disons, dépressif et disons mélancolique. On sait très bien à l'heure actuelle que la dépression, c'est quelque part aussi la maladie de la modernité. Et elle correspond précisément à cet individu qui a ce repli sur lui-même, éprouve ce sentiment de solitude existentielle, disons, dont je pensais. C'est une des raisons pour lesquelles les Français sont les gens qui prennent le plus d'antidépresseurs, si vous voulez, de tous les pays du monde. Mais enfin, il y a quand même une voie là, que vous tracez, à savoir, il faudrait revitaliser quelque part la citoyenneté, mettre en place des formes de démocratie plus directes, et moins peut-être, disons, représentatives, car on peut toujours être trahi par les gens qu'on a élus, et donc là, il faudrait réfléchir des formes, si vous voulez, donc, de représentation, disons, politique beaucoup plus directe, comme par exemple en Suisse ou ailleurs, etc., ou les référendums, il y a des tas de possibilités de ce niveau-là, d'une part, et puis d'autre part, de s'associer, je disais tout à l'heure que l'Union faisait la force, pour faire un certain nombre de choses, disons, localement. Localement, on peut quand même faire un certain nombre de choses. Alors, est-ce que nous avons besoin des choses localement? Ça risque de faire changer globalement le monde. La question reste toujours posée. Monsieur voulait parler? Au fond, là-bas à droite, monsieur qui veut parler. Vous n'avez pas parlé du mouvement punk, c'était il y a 35-40 ans à peu près. On a eu un phénomène de société avec des jeunes qui se nommaient les punks et leur slogan c'était No Future, donc pas d'avenir. Et il y avait une revendication politique pour dire que rien ne servait à rien, que de toute façon il n'y avait pas d'avenir, donc ça ne servait à rien de faire quoi que ce soit. Pour l'époque, maintenant il n'y en a plus, ou alors je suis mal renseignée, c'est longtemps que je n'en ai pas vu, ce qui veut dire que l'époque même n'avait pas d'avenir. Mais voilà, pour en revenir à ce phénomène de société, vous n'en avez pas parlé, et il y avait cette revendication, pas d'avenir. Le No Future, le slogan, si vous voulez, donc, n'est qu'une des formes de ce qu'on appelle le nihilisme. Le nihilisme, c'est un courant philosophique qui s'est développé donc, à la fin du XIXe siècle, et notamment avec un philosophe très important qui s'appelle Nietzsche, et qui a développé, si vous voulez, donc, cette idée finalement de la destruction des valeurs un petit peu traditionnelles, de manière à inverser quelque part, disons, les valeurs. Et notamment, donc, Nietzsche a annoncé donc, la mort de Dieu, c'est le philosophe si vous voulez, donc, de la mort de Dieu. Et donc cette idée du nihilisme, c'est l'idée quelque part, si vous voulez, que les valeurs, en tout cas les valeurs traditionnelles, n'ont plus de consistance suffisante pour que les sociétés en fassent leur pivot et les individus en fassent les repères qui permettent d'orienter quelque part leur vie. Et ça a mené donc, des auteurs donc, comme Céline, si vous voulez, ou ça a mené aussi des apologies disons, du suicide, etc. Donc, et le nihilisme, qui est très souvent d'ailleurs lié au relativisme. Le relativisme, c'est l'idée que finalement, donc, il n'y a pas de hiérarchie, finalement tout se vaut, il n'y a pas de vérité, chacun sa petite vérité. C'est une espèce de dissolution, si vous voulez, des absolus. Et c'est vrai que bon, la croyance disons, religieuse, dont on voit d'ailleurs un réveil, alors c'est très intéressant de parler du réveil, du retour du religieux, ce que certains sociologues ont appelé le retour du religieux, qui en fait, pour cette gaucher, ne sont que des soubresauts de la fin du religieux qui a commencé à partir du XVIIIe siècle avec l'idéologie des Lumières.
Ça, si vous voulez, donc on peut un petit peu donc, en discuter. En fait, le retour du religieux pour Marcel Gauchet n'est pas le fait que la religion reviendrait au premier rang. Précisément, les formes radicales que prend aujourd'hui le retour du religieux, avec le terrorisme, etc., des gens qui n'ont même pas lu le Coran, qui ne le connaissent pas, etc., donc c'est assez, montrent finalement, si vous voulez, donc, que ce sont les soubresauts de quelque chose qui est en train de disparaître progressivement, disons, de notre horizon. En tout cas, c'est l'analyse, disons, de Marcel Gauchet. Or, pendant des années, si vous voulez, le religieux a profondément structuré la dimension sociale, la dimension, disons, de l'organisation sociale. Et donc, avec cette idée qu'il y avait un sens à la vie. D'ailleurs, que ce sens, ce n'est pas nous qui l'inventions, mais qui nous était donné, et que nous le recevions, que c'était même, disons, un cadeau, et qu'à partir de là, donc avec cette vie qu'on nous avait donnée, il fallait faire le mieux possible, et quelque part, disons, qu'on serait récompensé. Et on est finalement, disons, dans ce qu'on appelle des eschatologies, c'est-à-dire des façons d'orienter, disons, la fin du monde, relativement, disons, optimistes, puisque même si à la fin du monde, donc à la limite, si vous voulez, donc de fin du monde, etc., bon, dans l'évangile, disons, de Saint Jean, l'Apocalypse, si vous voulez, etc., donc il y aura un jugement, mais les bons seront récompensés, les mauvais donc, sont punis. Donc il y a de l'espoir pour ceux qui se comportent bien, en tout cas, si vous voulez. Donc on est là dans une conception qui, pendant des siècles, a profondément influencé à travers les trois monothéismes occidentaux, si vous voulez, donc disons, nos sociétés, et qui est rentré en crise. Ça a commencé au XVIIIe siècle avec l'idéologie des Lumières, qui a beaucoup plus fait confiance à la raison, si vous voulez, disons, qu'à la foi, qui s'est approfondie au XIXe siècle avec les progrès de la technique. On a pensé à un moment donné, si vous voulez, que la science allait résoudre finalement tout le problème, qui a développé ce qu'on appelait l'idéologie du progrès, et on pensait que la technique entraînerait, la science entraînerait un progrès technique, que le progrès technique allait entraîner le progrès économique, le progrès social et finalement, disons, le bonheur de l'humanité. Et puis, au XXe siècle, ce modèle de l'idéologie du progrès est rentré, disons, en crise. Et c'est ce que Jean-François Lyotard, notre philosophe, appelle la fin des grands récits. Ces grands récits qui étaient la philosophie des Lumières, à savoir, nous allons vers le progrès, l'homme est perfectible, disait Rousseau, nous allons vers le progrès. Ou les grandes idéologies, comme le national-socialisme, par exemple, disons, au XXe siècle, ou le marxisme-léninisme, stalinisme, ou le maoïsme, qui ont vraiment été des espoirs à un moment donné, si vous voulez, donc pour un certain nombre de populations, sont maintenant éteintes, si vous voulez. L'idéologie des Lumières est elle-même, quelque part, disons, en crise avec un certain pessimisme, disons, de la raison. Et donc, de ce point de vue-là, ce désenchantement du monde dont parlait Max Weber, ce désenchantement du monde, le désenchantement du monde, c'est l'évacuation un petit peu de cette dimension sacrée, si vous voulez, de l'existence, engendrer précisément cette espèce de nihilisme et de pessimisme, effectivement, dans lequel nous sommes. Là, si vous voulez, c'est l'éclairage un peu historique, disons, de l'histoire des idées qui explique un petit peu ce near future, puise finalement, disons, dans le courant nihiliste, donc, qui s'est progressivement né à la fin du XIXe siècle et développé au XXe siècle, surtout avec la fin des grands récits. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui perdent... Ça marche pas? Ok, alors je vais le manger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui perdent l'avenir parce qu'ils cherchent toujours l'avenir dans le passé. Par exemple, avant les élections, les dernières élections municipales ici, j'ai parlé avec tant de gens qui me disaient il faut que ce soit à Béziers comme autrefois. Et je crois que c'est à cause du développement technique et qu'on ne peut plus suivre ce qui se passe autour de nous. Et parfois, nos petits-fils sont plus intelligents sur quelques domaines que nous-mêmes. Comme ça, les adultes perdent aussi un peu de leur importance. Et cet avenir ou c'est la solitude de qui vous parlez, à mon avis, est souvent remplacée par des thèses de conspiration. Et ils se rencontrent entre eux dans ces thèses de conspiration ou aussi dans les souvenirs.
Savez-vous encore que quand on a choisi notre mari sur les allées? Moi, j'ai connu le mien. Ah oui, moi aussi, j'ai connu le mien, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, il me semble que vous dites que finalement, donc, le fait qu'on a peine à pouvoir penser ou dessiner un petit peu notre avenir, ça fait naître chez nous une espèce de nostalgie par rapport du passé, avec des discours du type « mais c'était beaucoup mieux avant, moi quand j'étais à l'école, moi de mon temps, etc. etc. » Et d'ailleurs, bon, ça c'est si vous voulez un peu l'opinion, donc un peu le préjugé, etc. Mais d'une manière plus construite, je crois que actuellement la vogue des commémorations, hein, voilà, alors, qui a un aspect extrêmement important, qui est dans le devoir de mémoire. Parce que si on perd la mémoire, par exemple, disons, de la Shoah, si on perd la mémoire de certaines choses qui se sont passées, de complètement déshumanisant, si vous voulez, donc dans l'humanité, on faillit quelque part, disons, à notre responsabilité. Mais les commémorations maintenant deviennent des espèces de rites, si vous voulez, un petit peu donc permanents, disons obsessionnels, qui est, ça pourrait être une interprétation, si vous voulez, l'obsession de la commémoration, c'est un peu un pays qui se tourne vers son passé parce qu'il doute de son avenir. Ça pourrait être une interprétation. Je voulais juste avoir votre opinion à propos de pouvoir médiatique. Est-ce que c'est pas le pouvoir médiatique qui donne la sinistrose? Et à savoir aussi que, vous parlez de religion tout à l'heure, dans notre monde occidental, la religion est un peu laissée de côté. Il y a de moins en moins d'intérêt pour la religion. Et est-ce que le vide laissé n'est pas un vide que tentent d'occuper les médias? Parce que les médias, on le sait, ils sont chez nous, à la maison. Ils sont avec vous quand vous êtes en balade sur votre téléphone. Ils sont à votre travail. Ils sont partout. Est-ce que c'est pas du prêt-à-penser tout ça? Et est-ce que le pouvoir médiatique ne remplacerait pas petit à petit la religion? Et qui nous donnerait, je veux dire, de l'optimisme ou du pessimisme, selon les circonstances et leur volonté? En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques tels qu'ils existent, donc la télévision, donc Internet, etc., et toutes les possibilités d'avoir accès donc, aux sources, disons, d'information, bon, fait que l'actualité est extrêmement présente. L'actualité est extrêmement présente. On est obsédé, finalement, envahi quelque part un petit peu donc, par l'actualité. Évidemment, il y a toujours la possibilité de débrancher, quoi, voilà, c'est toujours une possibilité de fermer le poste de télé, de ne pas regarder, disons, sur Internet, bon, Mediapart, tout ce qu'on voudrait, etc. En tout cas, ce que vous dites, c'est une idée certainement forte, c'est que les médias représentent aujourd'hui un pouvoir absolument extraordinaire, disons, dans notre société. Et que ce pouvoir, en permanence, si vous voulez, nous influence. Or, si on regarde l'image du monde que nous donnent donc les médias, c'est le pessimisme absolu. C'est toujours la dernière catastrophe, le licenciement de telle entreprise, la guerre en Ukraine, si vous voulez, bon, etc. Donc, tous les problèmes, l'État islamique donc en Syrie, etc. C'est-à-dire que les médias, en fait, nous alimentent quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, autant de fois qu'on se laisse quelque part, disons, envahir, disons, par la misère du monde. Les médias, c'est la projection dans notre intimité, finalement, disons, de la misère du monde. Et c'est vrai que pilonnés, comme nous sommes, si vous voulez, par ce pessimisme diffracté, disons, par les médias, c'est compter le nombre de mauvaises nouvelles par rapport au nombre de bonnes nouvelles que vous allez avoir dans le journal, par exemple, les zones télévisées. Que ça commence toujours par un fait divers, le journal télévisé, etc. Et c'est évidemment soit un incendie, soit un tremblement de terre, soit un crime, soit, etc. Voilà. Alors, et ça obéit à des lois médiatiques, qui fait que le malheur se vend mieux que le bonheur. Et que quelque part, c'est une remarque que m'a souvent fait ma femme, ça, quand on a un instant énorme de bonheur, ce n'est qu'un instant. Quand on a un malheur, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que le malheur nous touche beaucoup plus, nous pâtissons beaucoup plus du malheur de ce que nous pouvons jouir, quelque part, si vous voulez, donc du bonheur. Et les médias ont bien compris ça. Pour faire vendre, il faut du malheur. Et donc, du coup, si vous voulez, donc, bon, ben voilà, donc on déverse en permanence le malheur, donc la misère du monde, c'est-à-dire la pauvreté, si vous voulez, donc les catastrophes économiques, les guerres, les morts, etc. etc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là,
comment, ça c'est un problème, si vous voulez, comment peut-on résister à ce rouleau compresseur, si vous voulez, du pessimisme médiatique? Voilà une bonne question. Oui, bonsoir Fabrice. Moi je voulais revenir sur avenir et futur. Parce que le futur s'inscrit forcément dans le temps, dans l'opposition que vous signaliez dès le départ entre passé, présent et futur. Donc on est dans le chronos. Le mot avenir serait plutôt dans l'espace ou dans l'histoire. C'est-à-dire que va-t-il advenir? Vers quoi va-t-on? Et finalement, la problématique, c'est l'individu ou le pays, puisqu'on est dans ces deux registres, la société, qui s'inscrit dans une temporalité, dans un temps, essaie de trouver un sens à sa vie, à son histoire, à son avenir, mais en même temps dans l'incertitude. Alors on se raccroche au passé, parce que le passé, de toute façon, il a existé, on commémore, on se souvient, on a de la nostalgie, on a des souvenirs, etc. Le présent, parfois on s'y accroche, on en jouit, on est hédoniste, on est sceptique, mais on le vit de toute façon à l'instant présent. Mais le futur, il inquiète parce qu'on ne sait pas, on sait qu'il va arriver, parce que c'est inéluctable, c'est la fuite du temps, mais en même temps, on ne sait pas ce qui va advenir, effectivement. Et on est dans une quête de sens que d'aucuns essaient de meubler par des religions, par des philosophies, par un certain nombre d'activités aussi. Mais, je veux dire, on parlait de l'information. L'information, on est dans l'instant, on est dans l'instantané, on n'est pas ni dans l'analyse, ni dans ni dans la projection, on est dans l'instant. Voilà. Et en fait, je crois qu'on est dans une perte de sens, de direction, et en même temps, la dichotomie de l'homme, c'est qu'il est à la fois très individualiste, mais qu'il ne peut pas vivre seul. Et donc, il a besoin de ce lien social, et dans une société qui est dans l'instant, qui est dans un manque d'analyse, dans un manque de sens vers le futur, l'homme ne peut pas se sentir bien à partir du moment où un certain nombre de repères qui étaient les siens traditionnellement, on a cité la famille, on a cité pour d'autres la religion, ça pourrait être le parti politique, l'idéologie, la nation, la patrie, etc. Tout ça qui est en train, comme dirait l'autre, de ficher le camp. On est dans la mondialisation, on ne sait plus de quel pays on est dans les modes que vous aviez à Hong Kong ou à San Francisco, vous avez la même musique, la même architecture. On est dans une perte de sens qui fait que c'est forcément anxiogène. Et donc je crois que le futur, il est à inventer au quotidien et au présent, parce qu'il faut retrouver à la fois du sens pour soi, et ce sens, on peut le trouver effectivement dans sa propre expérience, mais dans ses propres projets, et en même temps, en essayant, comme on l'a dit plusieurs fois ici, de renouer du lien social, mais du lien aussi avec son environnement. Voilà. Alors après, ça peut être... sinon, on va vers du communautarisme ou de l'individualisme, qui sont deux choses qui sont aussi néfastes finalement à l'épanouissement. La communauté apporte des solutions, mais que très partielles, et l'individualisme, c'est une espèce de fuite en avant. Voilà. Alors qu'on a besoin justement d'un sens collectif, d'un sens d'une démarche et d'un projet collectif, pour pouvoir justement se retrouver en tant qu'individu. Alors le cœur de votre intervention porte finalement sur la question du sens. C'est-à-dire que tout un petit peu dans ce pessimisme ambiant, etc., nous fait perdre un peu un certain rapport au sens, c'est-à-dire ce qui peut faire sens quelque part, disons, pour nous. Et le projet, notamment le projet individuel ou le projet collectif, c'est précisément ce qui faisait sens. Parce que l'avenir, c'est une direction. La flèche du temps, si vous voulez, donc le temps est irréversible, c'est-à-dire il va du passé au présent, disons, à l'avenir. Il y a donc une flèche, quelque part, disons, du temps. Et donc, l'avenir, c'est une direction. Et donc, il a un sens.
il va du passé vers l'avenir. Mais sens, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la direction, parce que l'endroit vers où l'on va, ou vers où on aimerait aller, mais c'est aussi la signification de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une direction sans signification? Voilà. C'est ça la question à ce moment-là, disons, qui est posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire sens pour nous au niveau individuel, qu'est-ce qui peut faire sens pour nous, disons, au niveau collectif. Or, pendant très longtemps, c'est le projet qui a fait sens. Parce qu'il orientait quelque part ma vie individuelle quand c'était un projet individuel. Par exemple, vouloir faire tel métier, par exemple, au moment où je me déterminais pour trouver un emploi ou faire des études, si vous voulez. Le sens, c'était quelque chose, disons, de collectif. Des gens qui voulaient construire, par exemple, disons, une société socialiste, société communiste, société maoïste, etc. Il y avait du sens, disons, là, collectif. Et c'est ce rapport au sens individuel et collectif qu'il faut aujourd'hui retrouver. Vous savez que Camus, par exemple, dit dans le mythe de Sisyphe, au fond, il n'y a pas 36 problèmes, hein, au niveau individuel, il n'y a pas 36 problèmes. Le seul problème, c'est de savoir si la vie vaut ou non la peine d'être vécue. Voilà, ça, c'est le seul problème, de savoir si la vie vaut ou non la peine d'être vécue. Et si elle ne vaut pas la peine d'être vécue, à partir du moment, donc, parce que Camus est un athée, donc il n'inclut pas, si vous voulez, donc, l'après la mort, ou l'existence de Dieu, etc. Donc, bon, c'est le problème du suicide. Le suicide, si vous voulez, c'est la façon donc, de sortir quelque part d'une vie qui, pour nous, n'a plus de sens. Donc la question, si vous voulez, c'est comment retrouver individuellement et collectivement un rapport au sens, alors que ce rapport au sens a été quelque part érodé par la crise de la tradition et de la transmission par rapport au passé, et quelque part aussi par ce que j'appelais un peu la crise de l'avenir, c'est-à-dire un avenir en crise, dans la mesure où l'avenir, il est aujourd'hui aussi, que ce soit au niveau individuel ou collectif, incertain et aléatoire. Alors ça ne veut pas dire pour autant, de toute façon il se produira, comme vous dites. L'avenir, l'avenir, on sait très bien qu'il va se passer un certain nombre de choses, qu'il va y avoir des événements. Alors, il faut des événements, disons, vont se produire. Alors tout le problème de savoir, c'est que ce sont des événements, aussi bien au niveau individuel que collectif, que nous allons subir. Est-ce que nous allons subir finalement les événements qui arrivent, ou est-ce que quelque part nous allons être acteurs? C'est-à-dire nous allons avoir la possibilité individuellement et collectivement d'avoir barre quelque part, disons, sur notre avenir. Ça pose aussi quelque part la question, disons, de la maîtrise. Hein? Le temps, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir, disons, sera fait. Alors évidemment, on peut faire des prévisions. On sait très bien que on peut par exemple prédire de manière très précise quand il y aura une éclipse dans 3 siècles. L'astronomie est suffisamment développée, connaissant, si vous voulez, donc les lois de la nature et faisant, si vous voulez, donc de la balistique, etc., ben on projette, et par rapport à l'alignement, si vous voulez, donc des différentes planètes, à échéance de X années, si vous voulez, ben on prévoit ce moment-là, donc il y aura une éclipse. Mais ça ne fonctionne pas du tout, les sciences humaines et sociales, comme l'astronomie. Et on sait très bien que tous les prévisionnistes, par exemple, à l'économie, par exemple, ben, se sont complètement trompés. Aucun économiste n'avait prévu la crise de 2008, par exemple, si vous voulez, qu'il y a eu avec les subprimes, etc., etc. Donc je veux dire, il y a une faiblesse aussi dans nos capacités, quelque part, disons, de prévision, et dont nous avons de plus en plus conscience, si vous voulez. Et donc, du coup, il nous faut construire, tout en sachant que ce que nous allons construire, c'est sujet à un certain nombre, disons, d'aléas. Et il nous faut construire malgré les incertitudes et malgré l'aléa. C'est un peu, par exemple, ce qu'on appelle l'adaptation, si vous voulez. Avant, on construisait un projet, et puis ensuite, on essayait, disons, de le réaliser, en mettant sa volonté donc, au service de qu'est-ce que c'est qu'un projet? C'est une prévision, disons, de l'avenir. Voilà ce que je veux faire. C'est quand même assez ambitieux quand on réfléchit au projet. C'est avoir déjà écrit l'avenir, un projet. C'est sacrément ambitieux. C'est comme si l'avenir, il était déjà là, comme si l'avenir était déjà présent. Simplement, il n'est pas encore, on va utiliser toute notre volonté et tous les moyens pour qu'il devienne. Et bien, c'est cette conception-là, disons, du projet comme un avenir à réaliser, parce qu'il est déjà réalisé, disons, dans notre tête, qui est quelque part beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, parce que précisément, les capacités de prévision humaine et les aléas
économiques, politiques, climatiques sont telles qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile, disons, de prévoir. Et donc du coup, il y a une nouvelle chose à faire, c'est essayer de s'adapter. On s'adapte toujours à une situation nouvelle. Et peut-être que le projet aujourd'hui, l'idée de projet, est remplacée par l'idée d'adaptation. Le projet, c'était une projection de l'avenir, l'adaptation, c'est être au plus juste accordé, ajusté, si vous voulez, donc au présent. Et donc on change un petit peu là de paradigme, si vous voulez. On change de manière, disons, de penser et d'agir. Et voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un homme qui va travailler dans l'adaptation individuelle et collective permanente au monde tel qu'il arrive, plutôt que d'avoir les grands projets ambitieux dont on sait que, bon, les lendemains qui chantent, ça y est, donc on a compris, quoi. Le 21e siècle, ce n'est plus des lendemains qui chantent. Ça, c'était la fin du 19e siècle, avec le marxisme, le socialisme, etc. C'était le 20e siècle, avec, on sait ce que ça a donné, les grandes dictatures, bon, etc., les totalitarismes. Donc il y a un déclin de ces grands récits, dit Jean-François Lyotard. Donc plutôt que d'essayer d'arriver à trouver vraiment des alternatives globales, mondialisées, etc., au monde tel qu'il est, qu'est-ce que nous pouvons faire, peut-être plus modeste, mais aussi effectif, pour mordre quand même quelque part sur ce avenir. Donc ça pose la question de la maîtrise. Alors, il y a des gens qui disent l'homme contemporain, parce qu'il a une science qui est très développée, pense qu'il va pouvoir maîtriser. Et on sait ce que ça a donné la maîtrise du point de vue écologique, c'est la pollution, c'est les dégâts, c'est donc du progrès. Donc il faut beaucoup se méfier de ce fantasme, si vous voulez, donc, de maîtrise que nous a donné donc, la science et la technique. En fait, ce dont nous prenons progressivement conscience, c'est que nous sommes fondamentalement vulnérables. Et actuellement, cette idée de vulnérabilité est en train beaucoup de se développer, notamment dans la pensée politique. C'est à partir d'un concept anglais, qui est le concept de care, qui est le concept de prendre soin, hein, l'idée que nous sommes tous potentiellement, disons, vulnérables. Là, on sait qu'il y a des gens qui sont effectivement vulnérables, comme par exemple les enfants, comme par exemple les vieillards, comme par exemple les personnes qui ont un handicap, comme par exemple donc, les malades, etc. Donc c'est une vulnérabilité de fait. Mais nous sommes tous potentiellement, nous vieillirons tous, donc nous sommes potentiellement, si vous voulez, des vieillards vulnérables. Nous sommes des vieillards vulnérables en puissance, comme dirait quelque part Aristote. Et cette idée de vulnérabilité développe une idée qui est assez intéressante, c'est l'idée finalement d'une entraide réciproque, de quelque chose d'une solidarité, quelque part, disons, mutuelle. Si nous sommes tous soit effectivement, soit potentiellement, disons, vulnérables, si l'essence de l'humanité est quelque part la vulnérabilité, alors peut-être qu'il faut une autre manière de s'y prendre, si vous voulez, dans les soins, une autre manière de s'y prendre, disons, dans la politique, une autre manière peut-être de s'y prendre dans l'économie. Nous en sommes loin. C'est un peu embêtant tout ce que tu as dit parce que c'est ce que je voulais dire. Alors, tu le diras beaucoup mieux. Je ne le retirerai pas. Par contre, ce qui m'a fait réfléchir, ce sont les grandes manifestations qu'on a vues récemment à la suite des attentats. Et j'ai été très, très interloquée de voir que quelque chose qui était ces manifestations populaires immenses et internationales m'ont complètement interloquée. Parce que quelques minutes avant, quelques jours avant, c'était impensable. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et la plupart des gens ont dit, c'est magnifique. Mais je me suis dit aussi, il se trouve que c'est une cause que j'approuve. Mais si ce n'était pas une cause que j'approuverais, ça serait très alarmant. Et je me suis dit, eh bien, finalement, on ne sait pas de quoi demain est fait sur le plan de la multitude, on va dire, de ceux qui est capable de faire la multitude, tout d'un coup, pour des raisons que je ne peux pas imaginer. Voilà, alors ça c'était une première chose. Et la deuxième chose, c'est je reprenais le fil directeur qui est développé actuellement de la science-fiction. Je me disais que c'est très intéressant la science-fiction quand on regarde ça de près. C'est-à-dire que c'est tout le travail d'un esprit ou d'esprit au pluriel qui essaie de se représenter un avenir qui est irreprésentable. C'est-à-dire qui va avoir subi des mutations
parce qu'il va y avoir eu des événements ou du temps, énormément de temps qui sera passé, et qu'on est dans un domaine qui est irreprésentable, et que quand même, on va essayer de se le représenter. On va en faire une représentation, tout en sachant qu'elle est très, très aléatoire et peut-être proprement imaginaire. Mais c'est l'intérêt aussi de cet imaginaire-là. Alors, je pense que dans les perspectives qu'on peut avoir sur l'avenir, il faut garder à l'esprit que l'avenir peut être très divers, très différencié, et que surtout, il ne faut pas se l'imaginer d'une manière comme on le faisait avant, avec cette idéologie de faire des projets. On demandait aux élèves de faire des projets, comme s'ils pouvaient savoir ce que serait leur avenir. Maintenant, on doit demander aux gens de faire des projets, je dirais. Des projets, comme tu disais aussi, adaptatifs, qui ne soient pas trop verrouillés, trop ficelés. Oui. Alors, en 67, je me souviens d'un titre du Monde qui s'intitulait « La France s'ennuie ». Quelques mois après, c'était mai 68. Mais personne n'avait prévu mai 68. 2008, personne n'avait prévu 2008. Les 4 millions de personnes dans la rue, donc le 11 janvier, personne n'avait prévu ça. Hein? Ah oui, c'est ça. Rien d'intéressant aujourd'hui. Le 14 juillet, c'était la prise de la Bastille. Enfin, on peut multiplier. Donc, c'est les surprises de l'histoire. L'histoire est absolument surprenante. C'est à la fois ses catastrophes et c'est à la fois son agrément. C'est parce qu'elle peut nous surprendre désagréablement et elle peut nous surprendre agréablement. Qui aurait prévu, quelque temps avant, des révolutions arabes? Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire ne suit pas son cours, et on voit peut-être qu'elle, pour l'instant, elle ne réalise pas tout ce qu'elle, disons, promettait. Mais qui aurait prévu quelques mois avant qu'un certain nombre de pays arabes allaient complètement, disons, s'enflammer, en commençant par la Tunisie, en continuant, disons, par l'Égypte, etc., etc. Donc je veux dire, et puis ça, ce sont des problèmes, c'est à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle même, disons, de continent. Donc finalement, à cause des surprises de l'histoire, peut-être que nous n'avons aucune raison d'être pessimistes. C'est ce qu'on pourrait finalement, disons, un petit peu conclure quelque part de... Oui, je force un peu le trait, mais il va peut-être arriver des trucs. Qui aurait prévu qu'on pourrait allier le communisme et le capitalisme? On a cru, pendant très longtemps, tous les économistes et tous les philosophes de l'Occident ont cru que le développement de la démocratie et le développement du capitalisme, le capitalisme industriel, puis le capitalisme financier, etc., donc à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, étaient intimement liés. Que le libéralisme économique et que le libéralisme politique étaient soudés, si vous voulez, quelque part, comme les doigts d'une seule main. Et puis on a un pays aujourd'hui, la Chine, qui est totalement communiste avec un régime, si vous voulez, donc autoritaire, et en même temps un régime qui est super capitaliste. Voilà les surprises de l'histoire. C'est des liaisons que nous avions fait entre démocratie et capitalisme, entre libéralisme économique et libéralisme politique, que nous croyons vraiment le squelette, c'est la colonne vertébrale, si vous voulez, du développement finalement de l'Occident. Ben, c'est un modèle qui est complètement en train d'éclater avec un régime libéral communiste. Personne n'avait pensé que ça c'était possible. Mais c'est actuellement. Donc on peut multiplier, disons évidemment, donc, les exemples. Est-ce que on peut prévoir, par exemple, que les degrés, que les dégâts, si vous voulez, donc, écologistes, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ça va produire un ressaisissement, un sursaut? J'interprète parfois la conscience écologique comme une espèce d'inconscient collectif de l'humanité, de survie de l'espèce. Oui. Quelque chose qui serait très, très, très épidermique, si vous voulez, qui est l'humanité qui veut survivre. Et alors, pour pouvoir survivre, elle est en train de développer en elle-même, et alors après ça se théorise, l'écologie, c'est une science, l'écologie qui est née à la fin du XVIIIe siècle, qui se développe, etc. Après, c'est devenu un mouvement politique, si vous voulez, donc l'écologie des Verts, disons par exemple, etc. Mais au début, l'écologie c'est une science, c'est l'étude des relations entre les différents êtres vivants. C'est une
Voilà. Et, donc, on voit qu'il y a finalement, donc, où ça va... Jean-Pierre Dupuis a une notion qui est très intéressante, il appelle ça le catastrophisme éclairé. Il dit, il faut être pessimiste. Et nous avons de bonnes raisons, disons, d'être pessimistes. Mais peut-être que si ce pessimisme que nous avons, ce catastrophisme, il est éclairé, c'est-à-dire qu'il prend la mesure de tout ce qui est engendré, peut-être qu'il va amener un sursaut, et un sursaut assez significatif, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais votre catastrophisme est éclairé, mais les gens se disent, maintenant, il n'y a plus rien à faire, parce que de toute façon, on va dans le mur. Et puis lui, il ne soutient pas cette thèse, il dit, au contraire, si les gens commencent à avoir peur, peut-être à ce moment-là qu'ils vont s'éveiller et qu'ils vont réagir. Vous voyez les différentes interprétations de catastrophisme éclairé. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'elle va donner une conscience écologique qui se développe dans le monde entier. Ce que nous savons, c'est que la Chine et l'Inde, où les classes moyennes sont en train de se développer, vont encore plus dépenser des zones de carbone, etc., parce que plus vous multipliez les voitures, évidemment, plus vous allez voir. Et pas sans raison, parce qu'ils disent, vous l'Occident, vous nous donnez des leçons, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et nous, on ne pourrait pas le faire. Vous voyez, il faut se décentrer de temps en temps pour comprendre comment les autres pensent un petit peu différemment de nous. Le problème des classes moyennes en Chine à l'heure actuelle, c'est d'avoir un autre degré de consommation. C'est ça, là. Et c'est sûr que si les Chinois, avec le nombre qu'ils sont, ont une voiture en part chinois, si vous voulez, ou etc., ça y est, bon, il n'y a plus d'oxygène sur la Terre, quoi. Donc, alors, il y a de bonnes raisons d'être pessimiste, mais on ne sait pas exactement ce que ce pessimisme va provoquer comme type de réaction dans le monde entier. Mais l'avenir reste ouvert, comme dit Popper. L'avenir est ouvert. Il a écrit un bouquin là-dessus très intéressant. L'avenir est ouvert. Mais oui, l'avenir n'est pas totalement fermé. Il dépend des surprises de l'histoire, il dépend individuellement et collectivement de nous, il dépend de choses qui ne dépendent absolument pas de nous, mais qui nous surprendront. Oui. Je voudrais intervenir là, on doit parler du futur, ça me paraît difficile d'en parler sans parler des nouvelles technologies. Et là, nous avons quand même quelque chose qui va totalement révolutionner la société sur tous les plans, aussi bien socialement, politiquement, syndicalement, religieusement. Quand je vois les politiques, par exemple, qui promettent, disons, un meilleur emploi, bon, c'est un mensonge, parce qu'on sait très bien que l'accélération de la robotique va diminuer considérablement encore l'emploi jusqu'à disparaître totalement. Hein, parce qu'on sait que maintenant, avec l'intelligence artificielle et les progrès de la robotique, on serait capable de remplacer tous les postes de travail. Et on va être confronté aussi à l'allongement de la vie. Un des patrons de Google a dit lui-même que la personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Et j'en suis persuadé aussi. On va certainement assister à la régénération cellulaire. On va avoir, quand on voit les imprimantes 3D qui commencent à imprimer des maisons aussi. Au Japon, confronté à la vieillesse de la population, ils prévoient des robots pour assister les personnes âgées. Et on voit comme ça sur tous les plans, aussi bien médical, technologique, sur tous les plans, que tout va être fait par la robotique. Et personnellement, je trouve ça enthousiasmant. Chaque nouvelle, là dernièrement, il y a un jour ou deux, j'ai vu que une femme voulait chercher à cloner le cerveau de sa femme. Donc, voilà. Alors, bien sûr, pour beaucoup de personnes, c'est très inquiétant. Parce que quand on voit la technologie, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la technologie, on demande des trusts. Donc, moi, je ne le vois pas, je ne regarde pas avec un œil négatif, je regarde avec un œil positif tout ce qu'on va pouvoir utiliser, tout ça. Et bien entendu, si on veut l'utiliser de manière positive, il va falloir également un changement de changement de société, de changement de mentalité. Quand on parle du religieux qui disparaît, de la religion qui disparaît, peut-être, mais pas la religiosité de l'individu, la spiritualité. Et je pense que c'est ce qui va à venir. Je crois que c'est André Marot qui a dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Personnellement, je pense qu'il sera. Donc, c'est une révolution sur tous les plans.
sur le travail lui-même, parce que bon, si le robot font tout, il aura plus besoin de travailler, peut-être même l'argent disparaîtra à son tour. Donc, ce qui va modifier considérablement la société. Donc là, le futur de l'avenir, je pense que dans les prochaines décennies, peut-être d'ici 30 ans, il va y avoir de formidables révolutions qui vont venir. Et je pense qu'il faut suivre. Et la science, qu'on en ait peur, qu'on n'en ait pas peur, de toute façon, elle se fera. On ne peut pas arrêter la science. Donc il faut, au contraire, il faut apprendre à s'en servir à bon escient. Et voilà, donc c'est tout ça, et c'est les grands enjeux qui à mon avis, arrivent. Vous avez raison d'insister sur les révolutions, disons, technologiques et scientifiques. On n'a qu'à regarder donc chacun à l'échelle, disons, de notre vie, l'ensemble des bouleversements auxquels nous avons déjà assisté. C'est-à-dire, bon, moi je me souviens que chez ma grand-mère, il n'y avait pas le WC, disons, dans la pièce. On avait une lessiveuse pour la... J'ai l'impression que quand je parle de ce langage-là, on est au XVIIIe siècle. Mais non, mais il y a 40 ans, quoi. Voilà, donc, bon, et ce n'est rien, ça, ce que nous avons connu, par rapport à ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y a une accélération absolument considérable. Disons, il n'y a jamais eu dans le monde autant de savants, autant de scientifiques qu'aujourd'hui. Autant. Que si on additionne tous les savants qu'il y a eu, disons, dans l'humanité, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est pour ça que la science-fiction est intéressante, disons, de ce point de vue-là, il est difficile d'arriver à imaginer, en se projetant ne serait-ce que dans 30 ans, la plupart d'entre nous seront certainement, en fait, je vous le souhaite, encore vivants, ce que sera le monde dans 30 ans. On vivra dans un monde qui n'aura certainement plus rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. C'est en ce sens que je dis que l'histoire est totalement imprévisible. Et là, elle est totalement, et d'autant plus imprévisible que là, c'est la main de l'homme, par le progrès scientifique et technique, qui est en train de modifier complètement, disons, son environnement, mais aussi son propre corps, disons, ses possibilités d'agir, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et nous ne savons pas, disons, à l'heure actuelle, si dans 30 ans, ça aura été pour le meilleur ou pour le pire. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire en sorte que cette technologie, comme vous le disiez, soit contrôlée. Donc une des pistes qui est quand même, disons, très, très intéressante, c'est de se demander aujourd'hui comment ce développement technoscientifique peut servir, si vous voulez, donc, le mieux, donc les besoins humains, et non pas simplement le pouvoir de quelques-uns. Satisfaire au maximum les besoins de tous, plutôt que satisfaire, disons, les besoins de quelques-uns qui sont les plus riches, les plus puissants, etc. C'est bien ça l'enjeu, disons, aujourd'hui. Mais alors, la science-fiction, elle est très intéressante parce que les auteurs de science-fiction, c'est ceux qui font précisément cet effort des 30 ans dont je parle. C'est dans pas longtemps, 30 ans. Mais du point de vue de la science-fiction, ça amène des mondes complètement, disons, qui n'auront plus rien à voir avec le monde, disons, dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a une accélération. Nous ne tenons pas compte du fait que le monde s'accélère, disons, de plus en plus, et que nous n'arrivons pas à suivre le rythme. C'est-à-dire, en fait, c'est un des problèmes, c'est la vitesse. Nous sommes dans un monde de la vitesse. Et la vitesse est telle que nous n'arrivons plus, si vous voulez, donc, à nous rattraper à ce qui est en train de... Elle est toujours en retard, si vous voulez, de quelque chose, d'une dernière innovation, etc., etc. Alors c'est là où le problème de l'adaptation est important. Comment l'humanité, nous individuellement, mais l'humanité de manière plus globale, quel effort d'adaptation elle va faire aux outils qu'elle se crée. Et là, il y a un problème d'adaptation en soi-même. On m'avait demandé d'animer un café philo l'humanité peut-elle s'adapter à elle-même. Je me demandais qu'est-ce que ça veut bien dire cette phrase. Je la comprends maintenant, disons, beaucoup mieux. L'homme créant, si vous voulez, une transformation de lui-même, de son environnement telle et tellement vite que le problème qui est posé, c'est comment m'adapter au changement moi-même que je suscite en tant qu'humain. Et donc du coup, là, effectivement, donc, les gens de science-fiction peuvent nous amener quelque part, disons, à réfléchir, parce qu'ils nous donnent comme ça des scénarios, si vous voulez, donc, qui sont un petit peu bizarres. Et par exemple, là, je revoyais le film, un des premiers d'ailleurs, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, donc en 1968, c'est pas très longtemps. Et donc, il montrait très bien qu'à un moment donné, disons, l'ordinateur, d'abord il se met à avoir des sentiments, et puis ensuite, donc, il se met à se retourner, disons, contre l'homme.
c'est le mythe, si vous voulez, donc de la machine qui se retourne, donc, le vieux mythe de la machine qui se retourne contre l'homme. Encore un coup, dans le film, il arrive à la débrancher, si vous voulez. Voilà, donc il y a quand même, dire, un relatif optimisme de ce côté-là. Mais bon, voilà. Donc, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est de la mesure, disons, des enjeux à l'heure actuelle qui sont posés. Et nous avons maintenant des enfants, des petites poussettes dont parle Michel Serres, c'est-à-dire que je suis toujours émerveillé par la vitesse à laquelle, avec leurs 2 pouces, ils font des SMS. Moi, je suis là, je tape toujours à côté, etc. Donc, eux, ils ont plus le même corps. Ils ont plus le même corps que nous. Ils ont un corps qui est différent. Ils ont muté. Et ça, c'est insensible. Mais bon, ça l'aperçoit. Est-ce que ce sont toujours est-ce que c'est le même humain que moi? Et ça va s'accélérer. Nous sommes maintenant dans la génération numérique, si vous voulez. Nous avons aussi une identité numérique. Cette identité numérique va complètement, disons, se complexifier. Est-ce que nous maîtriserons notre propre identité numérique ou est-ce qu'on sera complètement fiché, si vous voulez, donc et ciblé par la publicité en fonction des messages que nous envoyons, comme c'est en train de se passer, etc. C'est le meilleur et c'est le pire. C'est le meilleur et c'est le pire. Et l'enjeu, c'est comment faire en sorte que ce soit un peu meilleur que pire. Et ça dépend beaucoup aussi de nous. Donc il ne faut ni surestimer, ni finalement sous-estimer ce que nous pouvons faire. C'est ça qui me semble, disons, important. Le pessimisme, c'est ce qui sous-estime nos capacités d'action. L'optimisme PA, on va dire l'optimisme PA, c'est ceux qui laissent faire les choses en pensant que finalement, comme le disait Marx, l'homme arrivera bien à résoudre les problèmes qu'il s'est posés. Voilà. Est-ce que l'homme arrivera à résoudre les problèmes qu'il s'est posés? C'est une question pour moi. Pour Marx, c'était une affirmation. Alors peut-être dernière intervention, parce que c'est 8 heures pratiquement, donc le temps a passé très vite pour moi. J'ai entendu dernièrement, les ingénieurs en prospective disent qu'il y a une incertitude vient des problèmes de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a une problématique derrière 2 problématiques qui se rejoignent. Et ça, c'est absolument impossible à gérer. Je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie de comprendre. Voilà. Je vais passer à ça le suivi. Quelqu'un qui essaye, tous les ingénieurs en prospective, économique, sociale, disent que le facteur d'incertitude vient des problèmes de reconnexion. Par exemple, vous avez parlé du capitalisme et du collectivisme qui se sont rejoints, parce qu'en arrière, il y a deux problématiques qui se sont reconnectées de manière totalement improbable. Et aussi que le problème de la civilisation moderne, ça va être l'imagination. Vous dites la science-fiction, d'abord, elle ne crée que ce qu'elle a parmi d'autres éléments. Par exemple, on n'a jamais créé que des extraterrestres qui ressemblent plus ou moins à des hommes. Donc l'imagination est limitée. Il y a un autre problème, c'est qu'on arrive au fond de par exemple, les ordinateurs arrivent dans l'évolution technique à leur limite. C'est-à-dire qu'on fait un transistor avec 3-4 électrons. On arrive à fond. Par contre, ce qu'on ne tient pas compte, c'est ce que vous disiez là, il me semble, c'est que les ordinateurs sont reconnectés entre eux. Et donc, ils arrivent à avoir une intelligence artificielle mondiale, on voit un peu avec Google, avec l'étoile, qui sont en train de dépasser l'imagination de l'homme. Et là, on arrive à un autre phénomène qui est totalement imprévisible. Tout à fait, donc vous allez tout à fait dans le sens du fait qu'il y a une espèce d'imprévisibilité, disons, de l'avenir, et imprévisibilité pour le meilleur et pour le pire. Écoutez, il est 8 heures, on va peut-être terminer. Donc ce que je dirais, moi, simplement, par rapport un peu à ce paysage très pessimiste que j'ai, la lucidité, il nous faut être lucide. Hein. La lucidité, c'est autre chose que le pessimisme ou l'optimisme. C'est l'analyse, le pessimisme ou l'optimisme, c'est une connotation, c'est une coloration qu'on donne à un constat. Par contre, la lucidité, elle est intéressante parce qu'elle développe une capacité d'analyse. Donc ce qui est important, c'est d'être lucide, c'est-à-dire d'essayer d'analyser au plus près donc, la société. Vous avez tracé, me semble-t-il, ce soir quelques éléments. Du point de vue individuel, il y a quand même cette idée que tout est une question de regard et qu'il ne tient qu'à nous, quelque part, d'avoir un regard beaucoup plus optimiste, disons que pessimiste sur la réalité. Ça, c'est important. Que la religion peut être un des moyens aussi d'avoir un autre regard que ce regard complètement désenchanté. On a parlé aussi de la philosophie, qui finalement, donc je fais allusion au stoïcisme, mais on pourra parler à d'autres types de philosophie, qui essayent d'avoir une certaine sagesse, quels que soient les aléas quelque part de l'environnement,
met l'homme dans une certaine paix de l'âme, si vous voulez, dans une certaine ataraxie, on disait dans l'Antiquité, c'est-à-dire finalement, disons, au-delà de cette vie, disons, stressante, il y a des ressources internes, disons, à l'individu qui lui permettent quelque part, quand même d'arriver à la sagesse et au bonheur. Et puis du côté, si vous voulez, des solutions, disons, collectives, il y avait comme proposition ce regain quelque part, disons, de la citoyenneté, du renouvellement quelque part, disons, des formes démocratiques, de l'encadrement aussi des relations de pouvoir, des lobbies dont vous avez parlé. Et puis à la fin, ça s'est orienté un peu sur cette imprévisibilité, notamment par rapport aux nouvelles technologies, et d'une manière plus générale sur l'imprévisibilité de l'histoire, qui peut, on l'a vu dans l'histoire, nous réserver le meilleur ou le pire. Alors à nous de jouer avec et de nous adapter au monde. Merci. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.